For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous entendez bien car je suis dehors, il y a les cigales avec moi. J'avais envie de me mettre dehors parce que voilà, il fait beau, on est bien. Franchement, les conditions sont réunies pour un petit podcast retrouvailles. J'ai l'impression que ça fait un mois que j'ai pas fait un podcast et ça me fait super plaisir alors que ça faisait genre 10 jours. Et c'était déjà trop, vous me manquiez tellement. Donc me voilà pour parler de l'UFC London. On va parler de Paddy Pimblett contre Jordan Leavitt. Paddy Pimblett pour les rassembler tous. L'UFC London revient. Alors ils ont vu ce que ça a donné ce printemps dernier. Hein. Ils ont direct réservé à nouveau un événement sur Londres. Donc ça donne envie de se refaire un passeport vraiment parce que visiblement ça va être récurrent. Ils vont venir souvent je pense. Avant Paris, cet événement, ça tombe à pic. C'est une belle opportunité de secouer les fans européens, de leur mettre un coup de chaud, un petit coup de pression, là, une petite opportunité de nous mettre à la hauteur du public britannique. Voilà, ça va être difficile, mais c'est faisable. Voilà, cet événement, il aurait pu marquer le retour de Darren Till à la maison contre Jack Hermansson, mais ce ne sera pas pour cette fois. Apparemment, il a des petits problèmes, on va dire, d'ordre personnel. Darren Till de dépression, si j'en crois ce que j'ai lu, ce qui est pas cool, vraiment. Donc annuler un combat pour ça, c'est que ça doit être vraiment difficile. On retrouvera pas mal d'athlètes, cela dit, présents sur la carte, qui étaient là la fois dernière. Mokaev, Amir Kwani, Jack Izé, Paul Craig ou Thomas Spinal. Mais aujourd'hui, on va parler du Paddy Pimblett. Le petit chouchou de Liverpool, il revient foutre le bordel contre le roi du grand écart. Avant le main event, c'est parti. It's time. On attaque la présentation avec un petit hors-sujet. Pour commencer, je suis un petit peu à côté du combat. J'ai regardé une interview de Jordan Leavitt qui disait vouloir lire 100 livres en 2022. Il en était à 20, je crois, en avril. Il disait qu'il était en retard parce qu'il avait commencé par un énorme bouquin, un truc comme ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Jordan Leavitt, il a commencé la lutte au lycée et il a arrêté en cours d'année. Puis, après avoir regardé le TUF, il s'y est remis sérieusement avec l'équipe de son lycée pendant 3 ans. Donc, il a fini major en sciences politiques. Après, il a arrêté son école de droit pour se lancer dans les MMA en pro, en promettant à sa famille qu'il retournerait à l'école si ça se passait mal en MMA. Visiblement, on considère que ça se passe bien, et c'est le cas. La première chose qui va vous sauter aux yeux, donc là je reviens sur l'aspect sportif, la première chose qui va vous sauter aux yeux, c'est la shape. Paddy va être ultra affûté le soir du combat, et vous verrez que l'américain Jordan Leavitt, il est pas grassouillé, mais dans le sens, il est pas affûté, voilà, il est pas sec du tout. Alors que c'est plutôt Paddy qui est critiqué pour son hygiène de vie, vous allez voir que c'est l'américain qui a l'air d'avoir du mal pas à faire le poids, mais voilà, à être en forme. Et pourtant, c'est lui qui vient d'une catégorie en dessous. Bon, quand je dis qu'il vient d'une catégorie en dessous, on est presque en amateur, hein. Ça date de 10-11 combats. Voilà. Paddy Pimblett, il est à 18 victoires, 3 défaites. Il est à 2-0 à l'UFC. Il aura un challenge de taille à relever. Ce challenge se nomme Jordan Leavitt. Il s'entraîne au Syndicate MMA de Las Vegas, un gym où se côtoient par exemple Cowboy Cerrone ou Frank Mir, des sacrés bosseurs de jiu-jitsu brésilien, et je dis pas ça au hasard. Donc il y a aussi des clients comme Forrest Griffin, Halil Rountree. Il y a eu même Liliana Jojua qui a pris tarif à RS6, je crois. Elle était au Syndicate également. Donc voilà, Jordan Leavitt, il est à 10 victoires, 1 défaite. Il est à 3-1 à l'UFC. C'est un gros ambianceur, lui aussi. Il est très drôle dans ses gimmicks. Il a une façon de parler et de se servir de ses mouvements de visage qui sont plutôt amusants. Moi, j'aime bien. Il est assez attachant. Donc tous les deux, ils vont nous faire une super fight week. Ça, il n'y a pas de souci. Dans la cage aussi, ça va être fun. Vraiment, malheur au perdant parce qu'il va bien se faire chambrer post-fight.
on aura soit une petite Paddy Dance là, ou soit un petit work de Levitt. Ça va être magnifique, ça va être quelque chose de cool. Ça, c'est le côté entertainment. Côté sportif, je vous propose 3 points clés qu'on va aborder ensemble. Le premier point. Est-ce que Paddy Pimblett a la carrure pour ce genre de gape? Alors, Jordan Levitt, c'est une dizaine de places de plus que Vargas et Vendramini. C'est un petit gape, c'est pas non plus un top 30. C'est pas le genre de combat où on se dit ça y est, on va savoir. Il y a encore un gros pont à franchir avant d'en arriver là. Est-ce qu'il a la carrure quand même pour là on est sur un plus 10, hein, on est quand même sur un 46, classé 46. Donc voilà. La pression elle est toujours du même côté, je pense. Même si c'est pas un gape de fou. Celui qu'on attend le plus, celui qui est call out de partout et celui qu'on a envie de voir combattre contre des top 15, bah, c'est Paddy Pimblett. Donc la pression elle est quand même un petit peu de son côté. Moi je pose la question tout simplement, qui en a quelque chose à faire de Jordan Levitt à la base, au départ? Voilà, ça aurait pu être n'importe qui en fait, hors top 15, hors top 30, j'ai envie de dire, on n'en a pas grand chose à faire. La seule chose qui serait problématique, c'est une défaite, et surtout de manière écrasante. Ça serait terrible pour Paddy. D'être à 2-1 à l'UFC contre un top 50, ça serait pas terrible. Voilà. Je pense qu'après un premier combat compliqué face à Vendramini, on a dit ok, c'est son premier combat à l'UFC contre un top 60. Laissons-le prendre le temps. Après, il y a eu un deuxième combat, pas beaucoup plus rassurant, si j'ose dire. L'adversaire n'était pas spécialement mieux classé. Je ne sais pas quel était votre ressenti, mais moi personnellement, je ne suis pas monté dans le train de la hype Pimblett. Je suis toujours à quai. Par contre, autant sportivement, je le vois pas aller titiller le top, autant c'est un magnifique entertainer. Il a une personnalité, il a un certain charisme. Donc c'est toujours, victoire ou défaite, ça serait toujours, je pense, moi derrière, j'aurais toujours quand même envie de le voir combattre. Mais est-ce que, si je m'avouais à moi-même, est-ce que j'aurais pas envie de le voir combattre pour voir de quelle manière il va pas perdre, mais s'en sortir? C'est ce qui m'a impressionné. Alors, c'est sa capacité à bouffer n'importe quoi. Ça, c'est son entrée avec la communion du public. Voilà, on est sur des trucs qui sont pas sportifs. Mais sportivement parlant, sa façon de sortir d'un plan mal embarqué, je reconnais qu'il a du sang-froid pour ça. Il a un fight IQ dans des moments compliqués que peu auraient. À la limite, c'est presque ce qui est intéressant avec Paddy, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant. C'est un petit peu pour ça que je le regarde. C'est de me demander comment il va renverser un début de combat qui est pas très académique, voire raté, se transformer ça en quelque chose d'héroïque presque, quelque chose de renversant. Hein. Il a ce côté renversant, il a ce côté théâtral qui fait que quand il arrive à finir son combat, ça explose quoi. Lui, il explose, la foule elle explose, il y a quelque chose de magique qui se crée à ce moment-là. Et en fait, c'est tout là la sauce, c'est là qu'elle se fait en fait. C'est là qu'il joint la parole à ses actes entre guillemets. C'est à ce moment-là, c'est quand le grain de folie il prend toute sa valeur à ce pic du combat. Voilà. Mais si ça se passe mal, s'il se fait soumettre ou s'il se fait arrêter avant la fin, non seulement il y aura une énorme clim, parce que Levitt n'est pas anglais, hein, il est américain, il est à Las Vegas, donc il ne sera pas le bienvenu. Donc ça risque d'être quand même compliqué. Avant le co-main event, une petite clim de Pimblett, ça risque d'être compliqué. Donc je pense que la pression commence à monter quand même pour lui. Le deuxième point. Est-ce que Jordan Levitt peut faire jeu égal au sol? Ben, la question ne se pose même pas en fait. Il a gagné 10 combats et il a passé 6 fois la soumission. 6 fois avant le 3e round. Donc 6 fois contre 8 fois pour Pimblett. Ils n'ont pas le même ratio ils n'ont pas le même nombre de combats. Il faut prendre ça en compte aussi. Donc également, Pimblett, il a aussi soumis 8 personnes avant le 3e round, lui aussi. Donc Levitt est ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Et Paddy Pimblett a lui-même annoncé vouloir le finir debout en moins de 5 minutes. Et c'est très cohérent de ne pas vouloir y aller, de ne pas vouloir aller au sol, puisqu'il est vraiment dangereux et qu'il va chercher que ça. Donc il est classé 168 en lightweight avec 10 victoires, ce qui fait aussi relativiser le niveau de ses adversaires. Il a une seule défaite sur ses 5 derniers combats et il a une seule défaite tout court, en fait. L'adversaire qui l'a battu est aujourd'hui sur une série de 5 victoires.
Donc on peut considérer qu'une fois un certain niveau franchi, ça bloque. Moi j'ai vu le combat, malgré ça, c'est un combat qui s'est passé principalement en grappling, en JJB. C'était un peu long, c'était surtout très équilibré. Ce qui s'est passé durant ce combat, c'est qu'il s'est peut-être laissé un petit peu endormir par un adversaire qui avait des belles qualités de grappling, peut-être pas autant que lui en JJB, mais en grappling en tout cas. Et il n'a pas su finaliser, il s'est retrouvé sans armes. C'est quelqu'un qui, une fois le striking annihilé, mise tout sur une amenée au sol. Et là, ce qui s'est passé, c'est que l'adversaire a joué le jeu de la serpillière et s'est retrouvé un petit peu, on va dire, en supériorité. Donc il a perdu la décision. C'était pas scandaleux. Il s'est pas fait écraser, c'est quelqu'un qui maîtrise ses combats, qui aime avoir la main mise sur son adversaire. Donc c'est compliqué quand même. Pour revenir au classement, Pimblet, lui, il est 76e en lightweight. Donc là, je parle sur Fight Matrix. Mais il est environ 40e à l'UFC et Jordan Leavitt est 56e à l'UFC. Donc Leavitt est un peu mieux classé, donc comme je disais tout à l'heure, que Vendramini et que Vargas, Kazula Vargas. Voilà, c'est pas un classement, c'est pas mieux classé de ouf, mais c'est un petit peu mieux classé quand même. Et ça confirme quand même que c'est le troisième adversaire qui est classé derrière lui à la suite. Les deux précédents ont été cut de l'UFC également. Je pense pas qu'avec une défaite, Leavitt se fera cut, lui par contre. Donc, concernant son JJB, il faudra faire très attention. Il vient pour ça. C'est donc très équilibré, car on sait que Paddy peut faire le show debout, mais peut aussi faire le taf au sol. C'est quand même très intéressant. Concernant son striking, on va avoir des nouveaux éléments de réponse. Quant à la progression du Liverpoolien, il va forcément devoir faire attention dans les premiers échanges, parce que c'est ce qui lui fait défaut. Mais pourtant, c'est lui qui a dit vouloir striker avec Leavitt dès les premières minutes. Donc, ce qui, vu les défenses de boxe proposées, nous amène à penser que Leavitt va amener du contre rapide plein menton. C'est là que Pimblet il est le plus vulnérable. Quand tu boxes en crochet lourd, les boulevards, des uppercuts, tous les feux sont ouverts. C'est une belle interrogation. Moi, c'est là que j'attends des réponses concernant Paddy Pimblett. Mais le problème, c'est que Leavitt n'est pas forcément un adepte de la boxe, voire pas du tout. Il est plutôt très mobile, très généreux en kick, ça, il n'y a pas de problème. Il a des low kicks très légers, très fouettés. Il n'utilise pas énormément son striking, voire vraiment peu. Hein. Comme je disais, il feinte beaucoup son striking pour des amenées au sol, pour des changements de niveau, mais il s'en sert pas vraiment. Il n'est pas très feinteur, il n'a pas un bras arrière très déclenché. Voilà, lui, ce qu'il aime, c'est le grappling, les roulades. Il est à l'aise dans des moves qui paraissent compliqués. Il aime travailler ses amenées au sol. Pas mal de double leg. Il n'a pas peur de se retrouver sur le dos non plus. Donc voilà, ça peut, au grand public, ça peut tourner aussi à l'affrontement ennuyeux, si j'ose dire, dans le sens où Paddy voudra boxer, mais s'il le colle pendant 3 rounds, parce que je rappelle que c'est un 3 rounds, enfin, si ça reste à ce niveau-là, hein, c'est un co-main, ça peut être compliqué. Donc je rappelle que Vargas faisait jeu égal avec Pimblet jusqu'à un certain point au sol, jusqu'à commettre l'erreur. Donc pour moi, l'erreur qu'il a faite, c'est de ne pas se relever une fois que Paddy Pimblett avait le dos à la cage. Il n'a pas voulu se relever, il aurait dû se relever, surtout qu'il avait pris le round. Donc voilà, ça lui a coûté la soumission. Je pense que notre ami Leavitt est beaucoup plus intelligent à ce niveau-là. On verra. Le troisième point. Est-ce que Pimblett a travaillé suffisamment sa boxe pour ne pas se faire toucher dès les premiers échanges? Ça rejoint ma conclusion du point numéro 2. Vu que leur JJB s'annule potentiellement, c'est là que ça va se jouer si Jordan Leavitt ne pourrit pas le combat avec du grappling besogneux contre la cage. Paddy a-t-il suffisamment bossé sa défense de boxe, sa façon de se déplacer sur ses crochets, sa gestion de la panique quand il en prend une? On a vu qu'il se jetait beaucoup au sol directement après un impact, à la manière de Charles Oliveira, qui panique beaucoup moins. Il y a une sorte de KO feinte pour amener le combat au sol et récupérer si l'adversaire ne se jette pas. Sauf que là, on a quelqu'un qui va suivre, qui va y aller. On sait qu'il va suivre, c'est évident. Il aime trop ça. Pimblett va donc chercher le striking. Il va essayer de finir rapidement. Leavitt, lui, il aime prendre son temps. Il évite la bagarre. Il combat plutôt de manière très tactique. C'est une opposition de style qui est assez agréable sur le papier. Il y a beaucoup d'interrogations. Moi, j'ai hâte de voir de quoi seront faits les game plans. Maintenant, on ne peut pas s'inventer un combat avant l'heure. Tout peut arriver. D'ailleurs, on a vu avec Rodriguez Ortega que la logique n'était pas forcément respectée ni debout ni au sol, jusqu'à la blessure bien sûr. Donc voilà, vraiment tout peut arriver, mais l'opposition
est très très intéressante. Côté statistique, ça va pas être très long, je vais pas dérouler les parchemins. Je vais juste dire que Pimblett passe en moyenne 4 minutes dans la cage, quand Leavitt, quant à lui, en passe 8. 2 fois plus de temps dans la cage. Pimblett, il est à presque 2 knockdowns toutes les 15 minutes. Leavitt, 0. Pas de knockdown. On a un Paddy qui envoie 6 coups par minute. Leavitt, il est à 2,5. Mais à ce jeu-là, Pimblett, il encaisse beaucoup plus, parce qu'il encaisse presque 4 coups à la minute. Leavitt en encaisse 2 fois moins. 2 coups à la minute. Donc toutes ces stats sont intéressantes parce que ça donne des indicateurs sur le striking. Et concernant le sol, ils ont le même taux de takedown envoyé toutes les 15 minutes. Le même taux de précision, c'est-à-dire un takedown sur 4 rentre. Voilà, donc c'est des statistiques qui sont intéressantes debout et pour les amener au sol. Maintenant, la stat qui tue. La stat qui tue, c'est que ils n'ont pas le même nombre de combats disputés, ils n'ont pas le même nombre de victoires, mais ils ont le même nombre de soumissions en pourcentage. Ils sont tous les deux à 44-45% de soumissions des deux côtés. Voilà, on est sur quelque chose de très équilibré. Donc quand je vous ai dit que le JJB risque de s'annuler, voilà, tout est sous vos yeux, j'ai tout mis sur la table. Maintenant, on va passer au pronostic. Normalement, on est censé avoir quelque chose de très explosif, quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Non seulement parce qu'on a vu qu'en moyenne, les deux combattaient 4 à 8 minutes. Donc voilà, ça peut passer 2 rounds. S'il y a un finish, c'est censé, selon les statistiques, c'est censé ne pas arriver au 3e round. Tous les deux, quand ils sont allés au 3e round, c'est pour aller à la décision. Moi, je vois une décision plutôt laborieuse. Un truc bien travaillé au corps, bien chiant. Je vois Jordan Leavitt gagner à la décision. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sûrement que ceux qui voient Pimblett gagner voient un finish avant la fin du 2e round. Je pense que c'est soit un finish de Pimblett avant le 2e round, soit une victoire de Leavitt à la décision. Mais je penche quand même pour Jordan Leavitt. Voilà les gars, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, prenez 5 secondes, soit pour mettre les 5 étoiles sur Spotify, soit le pouce en l'air sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher vos pronostics en commentaire. N'hésitez pas à me faire des dons d'argent. Vous m'envoyez un petit message privé, vous dites combien je peux te... un chèque, machin, ce que vous voulez. Non, je rigole. Gardez votre fric, c'est cool. Moi, comme d'habitude, comme le veut la tradition et comme l'exigent les bonnes mœurs, je vous fais des gros bisous.